sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau Tecoma Award qui s'appelle maintenant l'IBL Tecoma Award parce que nous avons le plaisir d'accueillir donc le groupe IBL qui est représenté par son CEO groupe Arnaud Lagesse, donc qui est notre nouveau master partenaire. Toujours dans la même optique que lorsque nous avons lancé ce prix, enfin ce concours qui n'est pas vraiment un concours puisque les candidats ne sont pas vraiment des candidats, puisque c'est nous, l'Eco-Austral, en concertation avec notre partenaire, qui allons au-devant d'eux pour les mettre en avant, hein, des gens qui ont réussi des choses vraiment intéressantes et les mettre en avant alors qu'ils n'avaient pas pensé forcément à le faire. Donc c'est l'originalité un peu de ce prix et nous l'organisons à Maurice depuis 2002. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, nous avons nos 5 nominés qui ont pu être présents, et donc c'est très bien, ils vont pouvoir se présenter, donc je serai très bref, parce que je crois qu'ils sont encore mieux placés que moi pour se présenter. Donc nous avons 5 nominés encore très représentatifs de l'entrepreneuriat mauricien, puisqu'ils appartiennent un peu à des secteurs enfin, vraiment très différents, mais ils ont quand même un point commun, c'est qu'ils sont tous tournés vers l'international, tout en ayant des activités à Maurice. Ils ont tous une activité internationale importante, certains d'entre eux même ont une activité entièrement tournée à l'international. Donc je veux dire, c'est aussi un nouveau visage de l'économie mauricienne ouverte avec des entrepreneurs conquérants et dans tous les secteurs. Donc pour les présenter brièvement, j'ai à côté de moi donc Zuleka Xonbokus, qui donc avec son entreprise Spoon Consulting, qui est dans le développement donc informatique, dans les TIC. Est essentiellement tournée vers l'exportation et donc elle va nous expliquer ça dans un instant. Et donc à ma droite, tout au bout de la table, nous avons Gérard Guidi, qui est un pionnier, on pourrait dire un pionnier du tourisme de santé avec son centre esthétique de l'océan Indien, qui est le premier à avoir lancé d'abord une activité d'implantation de cheveux, puis maintenant qui est aussi dans d'autres activités esthétiques et qui travaille aussi principalement avec une clientèle, je crois à 90% qui vient de l'extérieur et même des 4 coins du monde, donc qui a monté un modèle vraiment assez unique dans l'océan Indien et qui est vraiment un pionnier du tourisme de santé. Nous avons aussi Yann Mer qui est à côté de lui, là à ma droite. Donc Yann Mer qui lui développe une activité dans la production agricole, mais avec un nouveau packaging, une nouvelle présentation, et aussi donc dans l'agroalimentaire plus largement, et qui est aussi implanté à l'international puisqu'il a essaimé au Rwanda et en Tanzanie. Donc c'est intéressant de voir les Mauriciens dans cette nouvelle activité qui se tourne vers l'Afrique, puisqu'on parle beaucoup de l'Afrique, mais c'est pas tout le monde qui est présent évidemment, mais certains entrepreneurs sont des pionniers. Et donc nous avons aussi Yves Ramlol, qui lui aussi a une activité entièrement tournée à l'international. Il travaille pour 2 grands groupes qui sont IBM et Lenovo. On va nous expliquer ce qu'il fait exactement pour eux sur leur serveur. Et donc il est présent dans un grand nombre de pays africains et son activité est entièrement tournée à l'international, n'est-ce pas? Donc il va nous expliquer ça. Et nous avons aussi Vincent Rogers, qui a une activité industrielle avec une diversification aussi dans les services, mais aussi une présence régionale avec un partenaire, une activité à La Réunion, et qui est en train de se diversifier aussi dans les énergies renouvelables. Donc intéressant aussi, parce que c'est un des nouveaux secteurs, un des nouveaux relais de croissance de l'économie mauricienne. Voilà. Donc très brièvement, le principe de l'élection, bon, comme je vous l'ai dit, nous choisissons des entrepreneurs mauriciens qui nous paraissent intéressants à travers 4 critères qui sont la progression, évidemment, quand même de l'entreprise, la progression du chiffre d'affaires, mais aussi de leurs résultats, en prenant en compte leurs investissements et autres. Et nous prenons en compte comme deuxième critère l'innovation, évidemment, c'est quelque chose d'important. Pour progresser aussi, c'est l'innovation est déterminante. Et nous prenons en compte le dynamisme à l'extérieur. Donc là, je crois que la compétition sera rude, parce que nous avons 5 nominés qui sont très dynamiques à l'extérieur. Et nous avons un 4e critère, aussi important que les 3 autres, qui est l'engagement citoyen du chef d'entreprise. Alors l'engagement citoyen, évidemment, il y a le CSR, mais c'est comme une obligation légale. Mais ce qu'ils peuvent faire au-delà du CSR, et également la dimension développement durable, c'est-à-dire économie d'énergie, traitement des déchets ou autres dans le cadre de leur entreprise. Voilà les 4 critères. Donc l'élection se passe en 2 temps. Dans un premier temps, les nominés sont choisis par Eco-Austral. Ensuite, il y a un sondage qui est réalisé auprès de 200 chefs d'entreprise par notre partenaire TNS Analysis. Donc les sondés se prononcent sur les 4 critères, enfin choisissent le meilleur dans chacun des 4 critères.
Et ce vote compte pour 50% dans le vote final. Et les autres 50%, c'est un jury que nous avons décidé de lancer ça il y a 1 an, et AIBL a été d'accord pour continuer parce que ça permet de pondérer un peu le vote du sondage qui pourrait être un peu guidé par des questions de gens qui seraient un peu plus médiatisés que d'autres. Et donc nous avons un jury, et pour faire un jury complètement indépendant qui n'a pas de lien avec les nominés, nous avons choisi un jury de réunionnais, donc de chefs d'entreprise réunionnais, et plus particulièrement nos partenaires du Tecoma Award à La Réunion. Et ce jury est présidé par l'entrepreneur de l'année à La Réunion, de l'année précédente. Voilà, donc parce qu'en fait, nous organisons le Tecoma Award à La Réunion, à Maurice, et nous l'avons organisé aussi à Madagascar. Donc au final, 50% le sondage, 50% le jury. Au final, l'entrepreneur de l'année est celui qui est le mieux placé dans les 4 critères, donc il y a le plus de voix dans l'ensemble des 4 classements. Donc il faut qu'il soit quand même bon dans les 4 critères. Et voilà comment on détermine l'entrepreneur de l'année. Ben, je ne serai pas plus long, donc vous découvrirez pas aujourd'hui qui sera élu. Vous découvrirez les 5 nominés aujourd'hui qui vont se présenter. Et avant ça, je vais donner la parole à Arnaud Lagesse. Mais vous découvrirez en fait l'entrepreneur de l'année le 15 juin prochain, le jeudi 15 juin prochain. Voilà, au centre de conférence de Trianon. D'abord, bienvenue au siège du groupe IBL. Nous sommes effectivement très heureux de pouvoir accueillir l'équipe du Tecoma Award, l'équipe d'Eco Austral, les 5 nominés et l'ensemble donc de la presse qui couvre cet événement qui est important, aussi bien pour les nominés que pour l'Eco Austral et certainement pour IBL. Vous allez peut-être nous demander pourquoi IBL, pourquoi un partenaire avec l'Eco Austral sur cet événement. Tout simplement pour vous dire que les valeurs qui sont mises en avant par l'Eco Austral à travers ce Tecoma Award répondent à 100% à nos valeurs au niveau d'IBL, à celles de l'entrepreneuriat que nous souhaitons accompagner. Nous sommes un groupe aujourd'hui qui avons atteint une taille importante et il est tout à fait normal qu'on puisse retourner un peu de notre énergie de façon globale aux entrepreneurs qui créent donc le tissu économique mauricien et régional. Donc ces valeurs d'entrepreneuriat sont essentielles et accompagnent donc le NDA, le DNA d'IBL. Le fait que nous supportions à travers cet award des entreprises avec un gros ancrage mauricien est important, mais cet ancrage mauricien, au fait, ne sert aujourd'hui qu'à développer l'image de Maurice sur la région, et c'est encore plus important pour nous. Et enfin, Alain en parlait, cet esprit d'innovation dont tout entrepreneur aujourd'hui a besoin d'être inspiré, parce que les choses bougent, les choses évoluent, et les modèles économiques qu'on a connus il y a quelques années sont en perpétuelle évolution, et je pense, quand on voit des boîtes notamment qui sont sur la tech, je pense qu'on a à l'île Maurice en tout cas toutes les compétences nécessaires pour rayonner régionalement et certainement internationalement à un moment donné. Donc ce partenariat s'inscrit dans nos ambitions et notre vision de l'île Maurice et de la région. Et l'Eco Austral, qui a aussi un rayonnement régional, avec, comme Alain le disait, une présence à Madagascar, à La Réunion, et un journal qui paraît régulièrement et distribué de façon régionale, permet donc de répondre à ces besoins d'expansion. Donc je suis très heureux d'accueillir les cinq nominés. Et effectivement, on aura la surprise le jeudi 15 juin et on fêtera donc ensemble, on célébrera donc l'entrepreneur de l'année qui, je suis sûr, de toutes les façons, il faut bien un gagnant, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que les 5 nominés qui sont autour de la table, pour moi, sont déjà 5 gagnants de ce award, et c'est ce qui est plus important. Hi ladies and gentlemen, this is Delhi School of Magic coming for the first time in Mauritius.
Get ready to experience a fabulous, mesmerizing, magical family entertainment shows with Kettle's Entertainment in collaboration with ZTV, giving you this show at J&J Auditorium on 9th and 10th June 2017. Et à toutes, Zuleika Sandbocuse, justement, cofondatrice et directrice de Spoon Consulting, cabinet de développement et de conseil en informatique. Donc lancé en 2005, nous avons réussi aujourd'hui, nous sommes une entreprise purement mauricienne. Et qu'est-ce qu'on fait? On est plus de 80 experts et on accompagne nos clients justement pour qu'eux puissent trouver des solutions par rapport à leurs projets, de mettre en place et de développer leurs projets les plus complexes. En sachant que ces projets se tournent autour de produits, de progiciels, de technologies de pointe et innovantes, dont le cloud computing. À savoir qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en fait, il s'agit d'implémentation de systèmes d'information. Donc, on va accompagner le client à partir du moment où ce client décide soit de changer son système d'information ou d'upgrader son système d'information. On va agir en tant que conseil déjà pour son choix de produit et après on sera là, analyse des besoins, tout ce qui est prototypage, mise en place d'implémentation, test d'intégration, test de non-régression, support post-production. Donc on est avec le client du début jusqu'à la fin et ce qui aujourd'hui, je pense que c'est une des clés, des éléments clés de notre succès, de notre success story, c'est que quelque part on a réussi, même si aujourd'hui la majeure partie de nos clients se trouve à l'étranger, on a réussi à créer une atmosphère de proximité. Le client, il a l'impression d'être dans le bureau à côté. Pourquoi? Parce que on a réussi à créer cette confiance, cette crédibilité et du coup, ils reviennent vers nous, ils sont heureux, satisfaits et souvent on reçoit un appel ou un mail et quelqu'un qui nous dit, un prospect en fait, qui nous sollicite et qui nous dit nous avons envie de travailler avec vous. Pourquoi? Parce qu'on a entendu parler de vous et là on se dit ça nous fait chaud au cœur, on se dit on ne les laisse pas indifférents nos clients. Donc ça c'est un axe, les clients. Et puis, aujourd'hui, on peut aussi compter dans les prestigieuses références de nos clients des grands comptes internationaux comme AXA, Auchan, Essilor, Sun Resorts, par exemple. Et on travaille aussi avec des petites et moyennes entreprises. Donc ça, comment on fait ça? On a une équipe et aujourd'hui, on se dit qu'on a réussi à fonder une famille, un Spoon Family, avec une équipe, un vrai esprit d'équipe, des mêmes objectifs. Alors les objectifs, c'est quoi? C'est de s'enrichir intellectuellement et professionnellement. Aujourd'hui, Spoon Consulting arrive à justement, par exemple, tous nos personnels, de leur faire comprendre que s'ils veulent s'enrichir, s'ils veulent apprendre, nous sommes là et aujourd'hui ils sont dans les technologies les plus innovantes. Ils voient justement que Spoon Consulting bouge avec le monde informatique. Le monde informatique bouge très vite, des fois il nous dépasse même, mais en même temps on essaie de le rattraper. Donc aujourd'hui, notre personnel, ils sont plus que ravis de voir toutes ces belles perspectives et en même temps ils voyagent le monde à travers leur ligne de code, à savoir que moi j'ai imaginé qu'a pu ressentir un membre de mon équipe qui a émis son passeport à l'âge de 24 ans et son premier voyage l'a amené à San Francisco. Donc du coup, je me suis dit c'est quand même extraordinaire de pouvoir faire ça et à savoir que chez nous, il y a ça aussi, la possibilité de voyager, d'aller vers l'extérieur et aussi d'avoir des personnes de l'extérieur qui viennent vers nous. Donc nos personnes sont exposées pratiquement tout le temps vers les cultures extérieures. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'était la partie notre équipe. Donc un autre point aussi, c'est notre diversification. Donc aujourd'hui, nous avons commencé l'entreprise avec notre expertise de base. Et après, on a su justement prendre les meilleures technologies au moment les plus opportuns. Donc, par exemple, je reviens vers le cloud computing. Nous avons été les premiers à Maurice à faire du cloud computing.
en 2009, et on sait très bien qu'aujourd'hui, le cloud computing est en train de révolutionner le monde des entreprises, et non seulement le monde des entreprises, le monde tout simplement. Et aujourd'hui, donc, c'est vraiment cette partie de diversification. On a fait le cloud computing, à savoir que nous avons aussi développé une application from scratch, une application made in Mauritius, cette application, en fait, permet la gestion des images dans le cloud, et elle est intégrée avec le leader mondial un produit leader mondial de gestion des relations clients. Et ce produit, nous avons été l'année dernière faire la promotion du produit à San Francisco, à savoir que la promotion est faite, c'est un événement, un des plus gros événements informatiques qui s'appelle Dreamforce, qui réunit plus de 170 000 personnes, plus de 80 pays. Et nous, on était quand même très fiers de se dire, venant de notre caillou au milieu de l'océan Indien, on est arrivé jusqu'à San Francisco pour promouvoir ce produit, avoir un stand, en sachant que du coup, on repart cette année, en novembre, pour avoir un stand encore plus grand par rapport au produit. Donc ça, c'est vraiment dans le domaine de l'innovation. Et justement, par rapport à ce produit, on est en train de continuer dans notre ascension dans le monde du digital. Et aujourd'hui, on essaie de faire en sorte que ce produit, il soit un produit où il y aura non seulement la gestion des images, le transfert des images, mais il y aura aussi l'analyse des images. Et cette analyse, elle va être faite via le Artificial Intelligence, qui est aussi une fonctionnalité de ce fameux CRM, donc quelque part qui s'appelle Einstein. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir la gestion des images et l'analyse des images. Et si je prends le mot technique, ça s'appelle le deep learning, pour pouvoir savoir justement d'analyser vraiment ces images. Donc tout ça pour vous dire que quelque part, on n'est pas resté sur nos lauriers avec notre produit, notre application de gestion des images. On est en train de vraiment la faire évoluer. Et cette année, on a un stand encore plus gros à San Francisco et on va promouvoir le produit. Donc on n'est pas resté là-dessus. C'est un peu moins glamour, mais on a un autre produit qui s'appelle les bases de données open source. À savoir qu'aujourd'hui, les plus grosses plateformes, style Facebook, Google, Amazon, sont à un socle justement de bases de données de tout ce qui est open source. Base de données open source, ça veut dire quoi? Ça veut dire stocker ces données au moindre coût. Donc c'est quand même un produit très prometteur, et vraiment nous on y croit, et quelque part on s'est investi dans ce produit depuis l'année dernière, et aujourd'hui on a déjà travaillé pour un très grand compte en France, Michelin, qui justement a fait la migration de ces données à partir de sa base de données propriétaire vers cette base de données open source. Donc quelque part, voilà. Donc c'est pour vous dire que on est toujours en quête de nouveaux produits, de tout ce qui se fait à la mode. Bon, c'est vrai que c'est un monde informatique, donc c'est, comme je dis, c'est moins sexy que voilà, mais on est toujours en train de chercher, et quand même, donc quelque part, donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est ouvert plus vers le marché extérieur. On est aussi en train de gagner, de conquérir le marché mauricien. On a quelques grands comptes à Maurice actuellement, justement sur les différents logiciels, dont le CRM, le fameux gestion de relations clients, ou alors les gestionnaires finance, par exemple. Donc voilà, donc pour dire que quelque part, et bientôt, au mois de juillet, on va faire un événement en collaboration avec Salesforce sur Maurice. Et là, on présentera justement des retours clients mauriciens. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est pour dire que on a vraiment un success story, et vraiment, on n'arrête pas de grimper depuis. On a un curve qui est un ascending curve, on va dire, et depuis 2005. Donc ça, c'est la partie ma société, mon entreprise. Donc après, pourquoi j'étais vraiment heureuse d'être nominée pour le Tecoma Award? Je pense que je dirais qu'il y a trois points, dont déjà pour mes partenaires et mon équipe, je pense qu'aujourd'hui, ils sont fiers de la direction. Et demain, ils seront encore plus fiers de se dire que voilà, notre directrice, elle est nominée au Tecoma Award. Pour les femmes, parce que effectivement, quand je regarde autour de moi, il n'y en a pas beaucoup. À savoir que je pense qu'on se bat, on va y arriver, on progresse,
Mais bon, il nous faut encore un peu de temps. Moi, je fais partie de l'association des femmes chefs d'entreprise de l'île Maurice. Et je pense que pareil, elles seront fières de savoir qu'aujourd'hui, je suis là, nominée. Et puis, pour moi, parce que c'est vraiment une récompense pour moi, parce que je me dis, voilà, et ça confirme mon leitmotiv qui est « When you want something, you have to believe ». Donc voilà, en gros, moi, mon entreprise. Et puis, quoi dire d'autre, c'est d'être passionné. Je pense que oui, voilà, c'est ce que je partage au quotidien avec mon équipe. Et je suis heureuse de voir qu'ils sont eux aussi heureux de venir. Et aujourd'hui, voilà, Spoon Consulting qui va continuer son ascendance dans le monde de l'informatique. Merci. Merci. On a créé la clinique de greffe de cheveux à Pointe-aux-Canonniers. On a commencé, ça n'a jamais été très très facile de créer une entreprise à l'île Maurice, il faut le savoir. Ensuite, après, en 2005, on a eu l'idée de créer la clinique de chirurgie esthétique où on a mis 2 pôles de plus qui sont la chirurgie esthétique, la chirurgie dentaire, la greffe de cheveux étant toujours la locomotive. Aujourd'hui, tous les employés que nous avons, c'est les employés que nous avons formés aux techniques notamment de la greffe de cheveux. Nous formons aussi en greffe de cheveux des étrangers qui viennent découvrir ce qu'on fait ici. Tous nos employés, la plupart sont là depuis le début, au niveau surtout de la greffe de cheveux. Nous avons fait cette année plus de 2500 patients. 90% des patients viennent de l'étranger, il faut le savoir. En greffe de cheveux, on a fait, enfin sur la clinique, mais surtout à la greffe de cheveux, on a fait plus de 31 pays l'an dernier. C'est assez surprenant, on a des gens qui viennent d'un peu partout. Si on est venu à l'île Maurice, c'est surtout parce que c'était une destination au niveau du tourisme qui était très intéressante, au niveau des avions qui arrivaient un petit peu de partout. C'était vraiment la destination où il fallait venir, puisqu'on avait décidé de venir dans une île, et j'ai choisi l'île Maurice à l'époque. Aujourd'hui, nous avons plus de 60 employés, tous. Pour la plupart des Mauriciens, nous avons 4 étrangers. Le reste, c'est des Mauriciens. Là, nous continuons à avancer de façon très, très intéressante. C'est une entreprise qui est une entreprise familiale. On a beaucoup de relations humaines, beaucoup de contacts, que ce soit avec les employés, mais surtout avec nos patients. Nos patients, notre métier, on parle souvent du tourisme médical. Ce n'est pas tout à fait du tourisme médical. Le tourisme médical, c'est du tourisme médical esthétique. Le tourisme médical, c'est quelque chose qui est très difficile. Ils ont voulu le lancer à l'île Maurice, mais il n'y a personne qui en fait pratiquement. Pourquoi? Parce que le tourisme médical, c'est souvent des produits qui sont remboursés. Et le remboursement, à part certains pays d'Afrique où il n'y a pas de remboursement, les Réunionnais, par exemple, ne vont pas venir ici. Donc le tourisme esthétique, c'est quelque chose qui n'est pas remboursé. Le tourisme dentaire aussi, ou très peu. Donc c'est là qu'on a pu capter des patients. Aujourd'hui, nous avons des patients qui viennent et reviennent. Ce sont des patients qui ne seraient jamais venus à l'île Maurice, pour la plupart. Et ils se déplacent pour venir parce qu'ils nous connaissent. On a aussi des patients de la Réunion, souvent, qui viennent à l'île Maurice. Et maintenant, c'est une destination qu'ils ont un peu perdue, puisqu'ils partent beaucoup en Asie maintenant. Et ils reviennent justement parce qu'il y a de la chirurgie esthétique. L'an dernier, on a calculé, on a fait plus de 2000 étrangers qui sont venus. On a fait plus de 3800 billets d'avion et on passe les 10 000 nuitées. Tout ça, c'est des gens de l'extérieur. Voilà pour définir. Notre entreprise, après, en dehors de tout ça, nous avons des spécialistes au niveau de chaque activité. Nous faisons de la formation pour la greffe de cheveux. Nous faisons de la formation aussi pour la partie dentaire. Dernièrement, il y avait une vingtaine de dentistes extérieurs qui sont venus pour une formation. Donc c'est pareil, des étrangers qui sont venus. Donc notre travail est vraiment basé sur l'étranger. Voilà. Ensuite, après, notre équipe, je dirais que j'ai eu la chance de ne pas faire d'études et de jouer au rugby. Et j'ai appris les valeurs de ce jeu. J'ai appris ces valeurs du rugby qui sont des valeurs humaines qu'on développe. Et je dis tout le temps que c'est mon école. Et dans l'entreprise, on fonctionne vraiment comme ça. On fonctionne vraiment comme sur un terrain. Voilà, c'est beaucoup de ça. Ensuite, après,
On a plein d'actions que l'on fait autour de ça. On a une action, par exemple, au niveau du... à l'heure actuelle, on est carbone zéro. Nous, pour arriver à être carbone zéro, eh bien, à chaque patient, nous avons un tableur. Si vous allez sur notre site internet, vous verrez. Nous avons un tableur. Si vous venez faire une intervention, une greffe de cheveux, un truc, vous cliquez. Et par rapport à une étude qui est faite par rapport à tout notre personnel, les transports, l'électricité, tout ce qui peut être rejet de carbone, on plante des arbres. On plante des arbres et un arbre équivaut à une intervention. Vous cliquez, le tableur vous le calcule. On peut planter un arbre ou 2 arbres. Donc on plante des arbres. On a planté cette année, on va planter plus de 600 arbres. Voilà, c'est ce qu'on fait depuis 5 ans et on est pratiquement à carbone zéro. Comme on monte en nombre de patients, évidemment on équilibre aussi. Hein, et voilà, ça c'est une autre des actions. Et après on est aussi présent sur le secteur social, puisque au niveau sportif surtout, hein, on est présent au niveau sportif, on participe tous, toute l'équipe on participe. Voilà, et puis après je dirais que créer une entreprise à l'île Maurice, c'est pas du tout facile. Nous avons eu beaucoup de, même encore 17 ans après, on a toujours un truc qui arrive et tout. Quand j'ai failli en 2005, quand j'ai décidé d'aller au Troubiche, de construire cette clinique, à l'époque j'étais étranger, j'ai eu le privilège de pouvoir être mauricien et j'en suis très fier. À l'époque j'étais étranger, donc on était obligé de passer sous certains critères, hein. Donc autorisation, toutes les autorisations possibles et inimaginables, et en dernier l'autorisation du Premier ministre que nous avons eue. Et après, là c'est là que ça a commencé. Au premier coup de pelle, un voisin s'est opposé. Et puis, on nous a arrêté les travaux, on recommençait. Bon, j'ai connu ce que c'était la cour à l'île Maurice. C'est très sympathique. Et ça a duré 3 ans. Je dirais que j'ai failli partir. J'ai eu la chance d'avoir un banquier qui m'a suivi comme il faut, heureusement, parce qu'autrement, j'étais obligé de repartir. Donc, je suis arrivé avec les clés. J'ai laissé les clés au banquier. J'ai dit, vous gardez les clés et les ruines. Et je prends l'avion et je m'en vais. Ils m'ont suivi, heureusement. Et on est reparti, toute l'équipe était derrière nous et c'est surtout pour ça que je suis fier d'être là, parce que c'est pour l'équipe que nous avons. Toute l'équipe, c'est eux qui ont mérité d'être là. Et ils sont fiers. Et je suis très fier pour eux d'être là. Autrement, je crois que si c'était que pour moi, je ne serais pas venu. Ils me connaissent bien, puisqu'on se connaît depuis longtemps. Et c'est surtout pour cette équipe. Ils se sont battus avec nous, ils ont voulu gagner, on a gagné. On a réussi à ouvrir. Après, on a eu des problèmes. Hein. De temps en temps, ça arrive. Hein. Un coup la santé, un coup le truc, c'est toujours un contrôle fiscal, par exemple. On y est dedans en plein. Bon, mais enfin, ça, c'est les choses d'entreprise normales. Mais après, il est dommage qu'il y ait des petites choses toutes simples qu'on nous complique. Parce qu'on devrait avoir développé beaucoup plus ce secteur que ce qu'il est développé. Sachez aussi que ce n'est pas facile pour des patients de venir. On croit que c'est facile, qu'ils arrivent tout seuls. Mais sachez que ce n'est pas facile pour un patient de venir faire une chirurgie esthétique à 10 000 km s'il n'y a pas la confiance. Et là, encore une fois, je remercie l'équipe commerciale qui travaille avec nous, qui sont très proches des clients. C'est vraiment une grande famille, parce que faire venir des gens, moi le premier, je crois que j'hésiterais à faire 10 km et aller me faire une chirurgie esthétique, quoi. La trouille, quoi. Et donc on a réussi aujourd'hui à gagner ça. Et au niveau mondial, on est reconnu. Et on est surpris de temps en temps quand on voit certains patients qui nous appellent de l'autre bout du monde, qui nous disent quand c'est que vous pouvez nous prendre. Voilà. Mais je remercie toute mon équipe pour cette aventure, hein, et j'espère qu'elle va continuer encore longtemps. Et puis merci de m'avoir invité, hein. Merci pour eux et merci à tout le monde. Moi c'est Yann Mer. Comme disait Zuleka tout à l'heure, son domaine n'est pas sexy, le mien non plus. Et l'objectif de Proxifresh aujourd'hui, c'est de rendre le fruits et légumes sexy. Je suis le fondateur et gérant de la société Proxifresh, qui a été fondée en 2010. Depuis, nous avons fait un long chemin et aujourd'hui nous sommes importateurs, distributeurs, exportateurs et à travers une filiale également agriculteurs. Et nous sommes dans les fruits et légumes.
Nous importons aujourd'hui de plusieurs pays d'Afrique. Nous importons également de l'Europe pour distribuer sur le marché local. Nous exportons sur l'Europe également de Maurice. Nous exportons sur l'Europe de 2 pays d'Afrique également, le Rwanda et la Tanzanie. Et nous achetons localement également les fruits et légumes que nous distribuons, et nous faisons de l'agriculture à travers une filiale que nous avons créée il y a 1 an avec un groupe français sur, on va dire, de l'agriculture raisonnée. Donc aujourd'hui, Proxifresh distribue à Maurice ses fruits et légumes en grande surface, en hôtellerie et dans la restauration. En grande surface, nous avons créé la marque VegMe, qui est une marque 100% mauricienne, qui est aujourd'hui la marque leader sur les fruits et légumes. La marque VegMe aujourd'hui est une marque qui, allons dire, qui a on essaye de faire de la qualité, on essaye de faire de l'agriculture raisonnée, de l'agriculture durable, de l'agriculture soutenable. Donc nous choisissons nos partenaires par rapport à ça. Et chaque partenaire, qui soit à l'import ou local, est choisi sur certains critères, et nous développons des partenariats avec eux. Donc VegMe aujourd'hui, nous commercialisons cette marque en grande distribution. Nous avons fait un partenariat avec le laboratoire d'analyse Quantilab l'année dernière, afin de rassurer les consommateurs sur la qualité des fruits et légumes qu'ils mangent. À savoir qu'à Maurice aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se disent sur les fruits et légumes, et nous avons voulu faire cette démarche volontaire pour, comme il n'y a pas de normes localement sur les fruits et légumes, nous avons voulu volontairement faire tester nos produits en matière de pesticides pour montrer aux consommateurs qu'il y a quand même certains produits à Maurice qui sont propres et qui tiennent la route. Donc nous avons fait ce partenariat avec Quantilab, ce qui nous a donné pas mal de retombées et de notoriété, et ça fonctionne. Aujourd'hui, on teste tous les mois, on a un contrat avec eux, on teste tous les mois certains de nos produits, sur une base mensuelle. Et donc voilà. On a également on a fait également un partenariat avec la Mauritian Wildlife Foundation, hors CSR, pour allons dire donner 1 roupie par produit que nous vendons à la wildlife. L'année dernière, nous avons donné à la wildlife à peu près 200 000 roupies de dons hors CSR pour leur projet de sauvegarde des plantes endémiques. Donc voilà pour ce qui est de Maurice. Sur la région, donc, nous avons une société que nous avons créée il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans au Rwanda, qui aujourd'hui exporte du fruits et légumes sur l'Europe, notamment sur la France et sur la Hollande. Aujourd'hui, nous avons une équipe de 60 personnes au Rwanda. Nous avons fait des partenariats avec des coopératives locales sur le terrain là-bas, des agriculteurs qui nous fournissent des fruits et légumes, et nous exportons ces fruits après transformation et emballage. Nous avons le même modèle économique sur la Tanzanie, donc, où nous exportons également sur l'Europe, avec à peu près le même nombre de personnes. Aujourd'hui, Proxifresh emploie à Maurice une 60aine de personnes, et également en Tanzanie et au Rwanda. Donc voilà un peu pour l'entreprise, pour ce qu'on fait. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez d'autres questions tout à l'heure, on pourra en parler et approfondir. Nous, chez Africa Plus, on est vraiment heureux et fiers d'être dominés, parce qu'on ne s'attendait pas du tout. Et bon, on est déjà dans l'ombre, dans l'activité de Maurice. Au fait, ce qu'on fait, on a la majeure partie d'activités de Maurice qui sont indirectement nos clients. Vous prenez toute l'activité financière, notre aviation nationale, notre télécom, indirectement, et je pense bien même
Island Blight et indirectement notre client. IBL. IBL qui est indirectement. Parce que notre activité est basée sur une structure de service. Service dans l'informatique. Et de mon parcours professionnel, moi-même j'étais dans le côté service informatique pendant des années, dans une société locale, prestataire local. Et on s'est rendu compte que oui, les sociétés mauriciennes veulent bouger et vous devez avoir des outils et aussi de l'expérience pour pouvoir maintenir cette croissance des sociétés. Et chaque société, par exemple, si on prend toutes ces sociétés présentes, ils ont tous des infrastructures informatiques. Il y a des développeurs de systèmes comme Zubeka. Et chaque activité, pour pouvoir opérer, vous devez avoir cet outil. Mais malheureusement, nous avons aussi certaines limitations en termes d'assistance pour que ces sociétés puissent progresser et bénéficier de toutes choses que les produits qu'ils ont achetés. Alors en 2010, je suis fondateur de Africa Plus et directeur. Là, j'ai commencé à développer une assistance pour les prestataires locaux. Et de là, j'ai été approché avec IBM. On a commencé à devenir distributeur de services, qui est nouveau dans le monde mauricien parce qu'on n'a jamais entendu parler de distributeur de services. Mais notre rôle est de s'asseoir juste derrière les prestataires locaux qui vont être en face des clients finaux, des grosses boîtes, des banques, quoi que ce soit, et les assister avant-vente, mais principalement après-vente. Parce qu'une fois que tous les équipements sont installés, c'est là qu'on sait vraiment si on a le service qui vaut la peine avec acheter X marques. Alors les marques qu'on représente, et on travaille exclusivement avec le groupe IBM, je pense que tout le monde connaît. Et depuis 2014, nous avons été approchés par le groupe Lenovo pour être leur distributeur de services. Et cela, à partir de 2011, une fois qu'on s'est établi ici, c'est vrai que c'est très difficile, pas pour les étrangers, mais même pour les Mauriciens, d'ouvrir des sociétés à Maurice, rassurez-vous. Et à partir de 2011, avec le succès qu'on a eu pour le groupe IBM, on a été demandé de sortir. Et là, j'ai mis un premier bureau au Sud-Afrique. En Sud-Afrique, et bon, ça a marché. On a bougé vers le Sénégal, Mozambique, Namibie. On a implanté des bureaux. Bon, avec des difficultés locales, naturellement, il y a des contextes différents. Valeur du jour, Africa Plus, on travaille avec des prestataires locaux dans plus de 60 pays, couvrant l'Afrique, le continent africain, les 54 pays africains. On couvre le nord d'Afrique, à partir de l'Algérie, et vous allez jusqu'à Pakistan. Nous avons des représentants, on a ouvert des bureaux en Égypte, au Pakistan, au Sud-Afrique. Et là, on a dû ouvrir un bureau parce que pour le Moyen-Orient, l'Émirat arabe, c'est la plateforme avec connexion avec tout le Golfe. Et bon, on a dû ouvrir notre bureau et être présent là-bas. Mais nos ressources principales, aujourd'hui on est à 22 employés et majeure partie dedans, c'est des Mauriciens. Moi, je crois dans la valeur et la qualité des Mauriciens. Ils ont beaucoup de know-how. C'est vrai que Maurice, on n'a pas de minéraux, on n'a rien. Mais ce qu'on a, c'est le know-how.
Et ça, c'est très important. Moi, je pense que... Et j'ai fait l'expérience avec ma carrière professionnelle. Les Mauriciens sont quelqu'un de très exceptionnel. Il s'adapte, il va contribuer, il va développer. C'est un fighter. Et le tout dernier bureau qu'on va ouvrir, maintenant, on se tourne vers l'Europe. Je pense d'ici mi-juin, on aura un autre bureau en Turquie. Et c'est vrai, il y a beaucoup de gens aussi qui me disent pourquoi tu choisis des pays un peu bizarres à partir. Et ces pays, il faut aller, il faut vivre, comprendre leur culture. Ce sont des gens vraiment, vraiment sympas. Mais simplement, il faut comprendre. Il ne faut pas simplement vendre des infos. Il faut vivre d'abord. En ce qui concerne notre innovation, avoir tous ces bureaux, qu'est-ce qui nous a différencié des autres distributeurs que IBM a déjà sur le continent africain? C'est que nous avons compris qu'il y a un gap entre les prestataires locaux et le fournisseur lui-même. Et nous avons développé des outils qui peuvent, à l'heure actuelle, aider ces prestataires locaux à pouvoir assister les clients finaux, avoir une visibilité et assister correctement, donner des ressources, des techniques pour que les sociétés locales puissent fonctionner au maximum. Et l'avenir, c'est ça. Chaque société, on ne peut pas se perdre de temps à avoir des downtime, comme on dit, de 2 jours, 3 jours, attendre des pièces qui vont rentrer. Non, on ne peut plus se permettre. Et c'est là que EPD, lui, il a développé des outils en ligne pour mettre à la facilité des prestataires locaux de pouvoir déjà satisfaire leurs clients et aussi maintenir l'image du brand qu'ils sont en train de représenter. Pour l'actuel, c'est IBM et Lenovo. Et nous avons développé ces outils pour qu'ils puissent voir. Une petite anecdote, je vais vous dire, lorsque on a ouvert le bureau d'Égypte, un des directeurs des partenaires locaux, il me dit où est votre quartier général? J'ai dit à Maurice. Pardon? J'ai dit à Maurice. Il me dit mais Maurice, il n'y a que de la plage là-bas, non? J'ai dit non, effectivement non. Et ça fait bientôt 3 ans que le bureau s'est ouvert là-bas. D'ici là, EPD est devenu, allons dire, parmi les 3 premiers distributeurs sur le marché local au niveau de service, pas des boîtes, parce que je ne fais pas des boîtes, en Égypte. Alors moi, ça c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir parce que c'est tout le know-how mauricien, la discipline déjà. Moi je pense que la discipline c'est la clé de toute chose. Si vous n'avez pas de discipline, ça ne marche pas. En ce qui concerne notre chiffre d'affaires, on a fait un gros bond. Je crois qu'en 2014, on tournait dans les environs, surtout sur le marché régional, 60 millions. Et puis, fin 2016, on est tourné à 200 millions et quelques. C'est assez phénoménal, c'est assez gros. Enfin, moi-même, j'ai peur de la progression que ça passe aussi vite que ça. Mais je pense que c'est simplement, il faut être persévérant, croire en ce qu'on peut faire et aller de l'avant. Nous, à EPD, nous contribuons, comme chaque société, naturellement, on enlève sur le CSR, mais aussi, nous assistons à une école pour les handicapés moteurs qui s'appelle ICANN, et que c'est pour des enfants qui ne peuvent pas payer, ou les familles ne peuvent pas payer des écoles spécialisées qui coûtent assez cher quand même.
Et nous avons fait un devoir de les assister financièrement. Et ça fait quelques années qu'on est avec eux. Et parce que les enfants, c'est l'avenir. Hein. Peu importe que vous êtes handicapé ou en bonne santé, moi je pense que c'est notre avenir. On doit tous prendre en considération ça. Je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que j'ai. Et au niveau, si vous avez d'autres questions, je serai ravi de vous répondre. Merci beaucoup. Je suis particulièrement étonné, flatté, mais en même temps flatté d'être parmi vous. D'abord parce que la société Gaz Carbo que je dirige n'a pas de site web. Je suis moi-même très peu sur les réseaux sociaux. Et je me demande comment vous avez déniché notre entreprise. Voilà. Et je me dis que c'est l'occasion de présenter Gaz Carbo à certains d'entre vous qui peut-être ne savent pas qui on est, d'où on vient et surtout où on va. En fait, mon histoire avec Gaz Carbo a débuté sous des fils à eau il y a 25 ans. Un oncle à moi qui avait planté la graine, qui avait fondé l'entreprise en 59, me dit, mais voilà Vincent, j'aurai bientôt 65 ans, il n'y a pas de relève, je vois que tu es jeune, tu as l'air de vouloir travailler dur, est-ce que tu serais disposé à prendre la relève, à ma relève, à une petite entreprise qui s'appelait Gaz Carbonique Limité, dont la raison d'être était de remplacer l'importation de CO2 pour les usines qui emboutteillaient les boissons gazeuses, puisque à cette époque-là, le CO2 était importé par bateau en bouteilles d'Afrique du Sud. Et ils décident de monter avec en fait un grand groupe mauricien, une entreprise, une usine à gaz. Il monte l'usine de lui-même. Et quelques années après, il réussit à fournir du CO2 alimentaire aux embouteilleurs locaux, dont bien sûr les marques connues, Coca-Cola, ceux qui embouteillent, les marques internationalement connues comme Coca et Pepsi. Et au fil des années, en gardant vraiment un profil très très bas, il développe une expertise dans un monde de gaziers qui est réservé pour les grands de ce monde, pour les Air Liquide, les Linde, les Air Product, qui sont des géants, des multinationales. Et bien là, il s'est fait une petite place au soleil. Et quand je rentre, j'ai la chance, donc en 92, j'ai la chance de récupérer un outil de production nickel. Il était lui-même ingénieur, comptable, et je vous passe deux choses qu'il faisait. C'était l'âme, c'était le fondateur, c'était l'homme à tout faire de l'entreprise. Et je réalise que de un, l'entreprise est extrêmement saine financièrement et aussi un savoir-faire assez unique dans un domaine quand même très important pour d'autres entreprises, mais très peu connu. Et je décide de fonder une équipe, donc j'avais même pas 30 ans, et en me disant, ok, je me donne 2 ans, si jamais je me suis planté, j'aurai toujours 31 ans et toute la vie devant moi. Ça fait 25 ans que j'ai pris ce challenge et ça fait 25 ans que je ne regrette pas de lui avoir dit que j'étais disposé à développer davantage le bébé, enfin qui était quand même un peu plus grand qu'un bébé à cette époque-là, qu'il avait mis au monde. Et cette aventure, en fait, est une aventure humaine extraordinaire puisqu'elle m'a permis de vivre des valeurs qui me semblent importantes pour une entreprise. D'abord et en premier, le travail. Les usines à gaz, pour ceux qui savent un peu pourquoi on appelle les usines à gaz, c'est 24 sur 24, du 1er janvier au 31 décembre. Donc une obsession de travail, mais aussi, comme par définition nous avons affaire à des clients dans l'alimentaire, dans l'industrie ou dans le médical, nous n'avons pas droit à l'erreur. Et en dehors d'une capacité de travail, c'est aussi une capacité d'être professionnel, de mettre en place des systèmes, de les respecter, et aussi une formation continue, parce qu'un entrepreneur n'est jamais quelqu'un qui croit qu'il a eu le savoir, il a toujours besoin de se remettre en question. Et je dirais que cette aventure humaine, aujourd'hui l'entreprise c'est 120 employés, effectivement une présence à l'île Maurice, mais aussi
au fil des années une présence dans l'océan Indien à travers des clients gaz à Madagascar, à La Réunion, aux Seychelles, aux Comores et à Mayotte. Donc on a joué à fond la carte logistique, le positionnement logistique de l'île Maurice pour diversifier nos marchés. En termes de force, puisqu'on m'a demandé, allez, c'est quoi la force de notre entreprise? Je dirais que notre force aujourd'hui, c'est d'être capable, un peu comme une table, d'avoir 4 pieds solides. Une table à 4 pieds solides, c'est une table... ces pieds solides pour notre entreprise, c'est bien sûr les actionnaires qui ont planté la graine et qui croient dans l'entreprise et qui s'investissent. Entre-temps, je suis devenu moi-même actionnaire de l'entreprise, qui est une entreprise à 100% mauricienne privée, dans un domaine donc extrêmement pointu. Nous avons comme pilier donc, les actionnaires d'origine et les nouveaux actionnaires, mais nous avons aussi notre équipe. La plupart de nos collègues de mes collègues ont aujourd'hui 15, 20 ans d'expérience, et je pense que ce savoir-faire dans un domaine extrêmement pointu est une grande force. Et après, je maintiens que nos fournisseurs et nos clients, ce sont les 2 autres pieds de la table. Et nous avons à Gaz Carbo des clients de gaz et des fournisseurs pour nos équipements de plus d'un demi-siècle. Et je pense que nous sommes privilégiés de les avoir. Et c'est cet équilibre entre les actionnaires, l'équipe, donc les employés, les salariés et les fournisseurs et les clients qui font notre force. Alors, une usine à gaz ou une société qui fait du gaz, c'est pas très romantique. Bon, c'est vrai que ça fait vivre 120 familles. Et parfois, on a l'air de faire ce qu'on a toujours fait. Mais on a eu beaucoup de chance, il y a quelques années, de faire un projet extrêmement innovant. On s'est associé à un groupe qui développait un cluster canier dans le sud. Le groupe, c'est le groupe Omnicane, et qui avait la volonté d'investir dans une distillerie, dans une distillerie pour faire de l'alcool, qui allait éventuellement servir de carburant pour remplacer un peu l'essence importée. Et ce process de distillerie pour faire de l'alcool industriel, en fait, fait qu'il y a une émanation de CO2, un sous-produit qui est du CO2. Et au lieu de continuer à brûler du diesel qui n'était pas super, qui était bon pour l'usine de départ et pour la clientèle de départ, mais pour l'île Maurice, pas top, pour fabriquer donc du CO2 alimentaire à base de diesel, nous avons décidé d'investir pour récupérer ce produit qui partait dans l'air et en le transformant le transformer sur place en CO2, non seulement répondant aux normes extrêmement strictes de Coca et de Pepsi International, mais aussi pour en faire un produit d'exportation. Donc à La Réunion, aujourd'hui, vous achetez, je ne dirais pas notre pollution, mais un de nos sous-produits. De même pour les Seychellois, de même pour les Malgaches. Et la bonne nouvelle, c'est que tout le monde est content, puisqu'ils réalisent qu'ils participent aussi au niveau régional à l'équation de footprint. Et je pense que cette innovation nous a fait énormément de bien. On a eu le support de l'Agence française de développement et on a eu aussi énormément de reconnaissance. Il faut vous dire que quand on a comme client Coca et Pepsi, on est audité à tour de bras, on n'a pas droit à l'erreur, on nous envoie des SGS toute la journée et je suis extrêmement fier de dire que notre entreprise, je crois, a été la 2e au monde à être accréditée d'un certificat de food, c'est le FSC 22000, pour une usine à gaz. Je crois que c'était une grande première, certainement régionale, et même au monde, je crois qu'on était parmi les premiers. Alors notre challenge, en fait, c'est de jouer dans la cour des grands, en étant relativement petit par rapport aux géants qui sont Air Liquide, Linde et Air Products, et qui dominent le monde. Alors, on m'a demandé aussi, mais qu'est-ce que vous pensez est nécessaire pour pouvoir être un entrepreneur?
Et là, je me tourne vers mon ami Gérard, et la première chose que j'ai envie de lui dire, c'est il faut qu'on soit capable de s'arracher les cheveux. Et c'est vrai que les entrepreneurs que nous sommes autour de cette table, hein, bien sûr, je tire mon chapeau, et je suis comme Arnaud, hein, je crois qu'on n'est pas là dans une compétition où il y a une coupe et on part avec cette coupe, et les autres sont les perdants. Je crois que nous sommes tous gagnants. Mais au-delà de nous, il y a aussi ce qu'on représente. Et j'aimerais dire à ceux qui peut-être ne connaissent pas l'histoire de Maurice que les experts internationaux, quand on a eu l'indépendance, ont prédit la faillite de notre pays. Et je tiens mon chapeau bien bas, j'étais encore un enfant à cet âge-là, aux entrepreneurs, je pense entre autres au père d'Arnaud, mais il y en a des centaines d'autres qui ont eu le courage d'investir dans des entreprises, de prendre des risques, et en fait de transformer la base économique de Maurice. À l'époque, on disait que le sucre, c'était notre épine dorsale, et on était soit sucrier, soit on était pourvoyeur de services ou de produits aux sucriers. Aujourd'hui, sans être parfait, notre île, c'est une palette de diverses activités, et je crois qu'un concours comme celui-là est un hommage peut-être aux entrepreneurs d'aujourd'hui, mais aussi aux entrepreneurs d'hier et d'avant-hier, sans qui sans doute ne seront pas là aujourd'hui. J'aimerais aussi passer un petit message. Je suis extrêmement content de participer à travers l'Éco-Austral et la base régionale d'Éco-Austral. Un petit message par rapport à l'ouverture. C'est vrai qu'on a tendance à Maurice à être très, très supporter de notre pays, de notre équipe, et que quand il y a les Jeux des îles, on a envie que Maurice massacre la Réunion, ce qui n'est malheureusement plus le cas, mais qui était à l'époque. Mais je crois énormément dans les synergies que nos îles, et en particulier la Réunion et Maurice, peuvent créer en travaillant entre elles. Et j'aimerais juste partager mon expérience de petit entrepreneur de l'île Maurice. On a effectivement aidé une famille réunionnaise, une famille qui était elle, spécialiste dans la soudure. Et nous étions une famille mauricienne spécialiste dans le gaz. On a fait une petite affaire depuis 10 ans. Nous avons investi à La Réunion. Bon, je dis en rigolant que je préfère gérer 120 Mauriciens que 12 Réunionnais. Mais l'aventure humaine a été extraordinaire. Et aujourd'hui, grâce à notre présence à La Réunion, nous avons eu une certaine réciprocité. Et on vient effectivement dans le cadre d'une pépinière d'entreprise dans laquelle nous avons investi il y a une quinzaine d'années. En fait, nous sommes basés à Phoenix. Et Phoenix, à l'époque, était une zone industrielle textile pure et dure. Et dans les années 2000, il y a eu certains bâtiments qui ont été vendus par les entreprises textiles. Nous avons racheté ces bâtiments pour croître notre activité gaz, mais aussi, au fil des années, créer une base pour les PME. Et on a utilisé notre équipe gaz depuis les années 2000, un peu en logique de pépinière entreprise. On a dit, OK, on a une comptabilité, on a du stockage, on a des logiciels, on a de la téléphonie, on a les services légaux, etc. Et on a voulu aider des jeunes entrepreneurs à investir et à se concentrer à travers ce système sur le cœur de métier, et nous, on s'occupe du reste. Et tout ce qu'on a touché, bien sûr, ne s'est pas transformé en succès, mais je pense qu'on a certainement aidé à créer un pôle de PME qui aujourd'hui pèse un petit peu dans l'économie mauricienne, et on ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Et l'ouverture qui m'est chère est aussi un appel pour les entrepreneurs de croire dans la synergie entre nos îles, puisque s'il y a 10 ans, c'est nous qui avons investi à La Réunion, mais il y a un an, c'est un groupe réunionnais, le groupe Gaïa, que vous connaissez peut-être, ceux qui viennent de La Réunion, avec un savoir-faire et un dynamisme extraordinaire dans l'énergie renouvelable. Ils ont décidé d'investir avec nous. Donc je trouve ça une belle histoire à raconter, et je vous remercie à travers cette nomination, de pouvoir peut-être aider aussi à donner d'autres idées aux entrepreneurs réunionnais et aux entrepreneurs mauriciens. Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt. Hi ladies and gentlemen, this is Delhi School of Magic coming for the first time in Mauritius. Get ready to experience a fabulous, mesmerizing, magical family entertainment shows with
Kegler's Entertainment in collaboration with ZTV, giving you this show at J&J Auditorium on 9th and 10th June 2017. Pas de nouveau cette année, c'est tous les années vous en envoyez de nouveau. Il n'y a pas de les jeunes entrepreneurs qui étaient coachés par ceux qui étaient nominés. Ça reste ou bien c'est du passé? Nous travaillons sur un projet de mentorat un peu plus structuré parce qu'on s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas toujours forcément autant que voulu parce que les nominés n'ont pas toujours eu le temps d'encadrer les jeunes. Donc on va essayer de faire quelque chose de mieux structuré et nous les COSRA on travaille dessus et le faire aussi de manière beaucoup plus élargie. On croit toujours à cette idée du mentorat. Et plutôt que de le réserver aux nominés du TECOMA, nous proposer à différents types d'entrepreneurs, y compris des entrepreneurs à la retraite. Parce qu'on s'est aperçu qu'à Maurice, on avait des entrepreneurs notamment étrangers ou mauriciens qui des fois s'ennuyaient et auraient bien aimé garder un lien avec le monde de l'entreprise. Donc on pourrait aussi faire des mentors, on pourrait encadrer des jeunes entrepreneurs en tant que mentors. Et aussi des cadres en activité qui seraient prêts à donner de leur temps. Donc je pense que c'est quelque chose qui serait très intéressant à développer et de travailler dessus en fait. Donc pour l'instant, on l'a sorti du TECOMA Award de façon à faire quelque chose de vraiment structuré et qui permette de faire évoluer effectivement l'entrepreneuriat mauricien parce que ce mentorat peut être très intéressant pour les jeunes entrepreneurs. Si je peux rajouter dessus, c'est au niveau de IBL Limited, nous avons donc autour de l'entrepreneuriat, nous sommes en train de mettre en place plusieurs choses. Nous avons un fonds de private equity qui s'appelle The Bee Equity Partner, donc qui a une vocation bien spécifique et d'accompagner l'entrepreneuriat mauricien dans leur, dans leur deuxième cycle de développement. Donc clairement des boîtes comme celle-là qui ont besoin d'un relais de croissance, qui ont besoin d'appui, qui ont besoin de capitaux, qui ont besoin de ressources, de gouvernance. Et donc à travers The Bee Equity Partner, nous avons cet outil aujourd'hui. C'est un fonds qui débute avec 200 millions et qui sera porté à 500 millions de roupies dans les années à venir. C'est une chose. Nous avons un collaborative space avec The Ground qui est offert à des tarifs extrêmement concurrentiels aux entrepreneurs mauriciens, aux petits entrepreneurs mauriciens, aux individuels qui veulent utiliser ou qui ont besoin d'utiliser une plateforme pour pouvoir travailler pendant la journée ou la semaine, le mois, à des coûts extrêmement compétitifs avec une infrastructure, notamment informatique, qui est exceptionnelle dans un environnement très jeune, très dynamique, que je vous invite à voir. Et enfin, nous structurons au-delà de notre approche CSA conventionnelle qui se trouve sous la fondation Joseph Largesse. Nous avons aujourd'hui notre plateforme de crowdfunding qui s'appelle Small Step Matter et qui là également fait appel donc à une nouvelle méthode de levée de fonds qui n'a pas forcément attrait directement à l'entrepreneuriat, mais que j'englobe dans une offre globale que IBL Limited aujourd'hui met en avant. Et c'est un petit peu ce juste retour du succès d'IBL, de ses profits, de ses années d'expérience qu'elle souhaite retourner au Maurice.
techniciens et à nos amis régionaux. Une petite question. C'est dans le cadre justement de la promotion des PME, etc. Mais j'ai remarqué quelque chose. Regardez par exemple le TECOMA, c'est pour les entreprises ayant un petit peu plus de 3 ans, je crois, quelque chose comme ça. C'est ça, je veux dire, je crois que c'est 5 ans d'activité. 5 ans, voilà. Mais par contre, moi, je suis étonné de voir que je rencontre pas mal de jeunes, etc., qui ont énormément d'idées, mais ils attendent, bien sûr, à avoir les fonds nécessaires pour débuter. Et là, justement, je vois que IBL a pris un certain nombre d'initiatives, etc. C'est très bien, il y a d'autres aussi. Mais quand est-ce qu'il y aura, est-ce que l'Éco-Austral a pensé à ça, quand est-ce qu'il y aura un genre de concours où on viendra récompenser, non pas nécessairement l'entreprise qui est créée, n'est-ce pas, mais le germe, l'idée, la graine, justement. Parce que je crois que c'est cela qui se passe à Maurice. Il y a énormément d'idées innovantes, etc., qui ne peuvent pas être réalisées parce qu'il y a un manque manifeste de moyens, mais malheureusement, justement parce qu'ils ne sont pas réalisés, ils ne sont pas connus. N'est-ce pas? Alors, je crois qu'il est temps maintenant que les entreprises qui sont déjà sur la place, n'est-ce pas, travaillent au niveau des idées. Parce que d'abord et avant tout, toutes vos entreprises ont commencé par une idée. Mais à Maurice, on ne célèbre pas les idées, on les tue. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Je pense que pour promouvoir l'entrepreneuriat, il faut aussi montrer des success stories pour donner aussi le goût d'entreprendre. D'autre part, soutenir les jeunes entrepreneurs, ça me paraît important, effectivement. Nous travaillons avec IBL aussi sur une annulation en parallèle du TECOMA Award. Nous avons organisé une soirée Tilt. C'était une soirée qui mettait en situation des jeunes et des entrepreneurs confirmés pour créer aussi des entreprises, avoir des idées de création. Et c'était axé sur l'innovation. En fait, ce qui est important, effectivement, c'est qu'il y a des entreprises qui sont innovantes, qui ont des idées, enfin, des porteurs de projets qui ont des idées et qui ne sont pas forcément soutenus. Donc il faut souvent les mettre en relation aussi avec les entrepreneurs. Donc il y a aussi le mentorat qui peut être intéressant. Il y a l'aspect financier où il y a certains groupes qui se sont engagés comme IBM dans des fonds d'investissement. Certains établissements financiers aussi essaient de soutenir. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident pour une start-up de trouver du financement. Vous savez tous que si l'entrepreneur n'a pas de garantie à donner, c'est quand même assez difficile de se faire financer. D'autant plus que dans les start-up, il y a quand même des taux d'échec très élevés. Sur 5 startups, il y en a peut-être une qui va réussir, donc c'est quand même assez risqué. Ça peut rapporter gros, mais c'est aussi très risqué. Donc les business angels aussi pourraient se développer à Maurice, on n'a pas encore énormément. Je pensais surtout un petit peu à ça, parce que... Il n'y a pas énormément parce qu'il y a aussi un risque financier quand même très important. Après, c'est une mentalité aussi. Ce que je peux vous dire, c'est que, en tout cas, encore une fois, sur ce que nous sommes en train de développer ici, chez IBL, c'est à travers une transformation digitale de notre groupe, puisque cette digitalisation de l'économie est certainement extrêmement avancée à l'étranger. La vague nous rattrape et je suis très heureux d'entendre ce que j'ai entendu aujourd'hui. Et donc nous sommes en pleine mutation chez IBL. Et pour ça, nous avons besoin de cross-fertilize les idées innovantes. Et donc, la création à l'avenir, je n'ai pas d'échéance précise, mais la création de divers labs qui vont permettre de cross-fertiliser nos activités historiques ou nouvelles activités, enfin on dirait historiques du groupe, qui doivent se transformer et qui ont besoin d'avoir ce cross-fertilisation avec des entreprises, des startups dans l'innovation de chacun des produits ou des services que nous avons pour le groupe. Donc, c'est en train de se mettre en place, en tout cas chez nous. Et est-ce qu'on le célébrera un jour d'une manière un petit peu comme le concours Lépine en France ou des choses comme ça? Pourquoi pas? Ce sont des discussions qu'on peut avoir avec le partenaire. Ce qui est intéressant, c'est de développer la réciprocité parce que les groupes aussi ont besoin de faire entrer chez eux l'esprit start-up. Et les start-up, souvent aussi, ont des faiblesses. Enfin, les entrepreneurs qui lancent des startups ont souvent des faiblesses en termes d'identification de leur marché, en termes de gestion et autres.
Donc les startups pourraient être encadrées aussi par des groupes mauriciens. Et réciproquement, les startups pourraient faire insuffler un nouvel esprit à l'intérieur des groupes mauriciens. Ce qu'on pourrait appeler l'esprit startup, parce qu'ils arrivent avec une autre façon de voir l'entreprise. Donc je pense qu'il faut aussi travailler sur cette réciprocité. Il y a aussi la turbine, si vous avez un oui, donc effectivement, il y a The Hive aussi, donc c'est dans cette idée-là. Enfin, comme vous savez, bon, l'État mauricien n'a pas toujours beaucoup de moyens, donc c'est souvent à Maurice, contrairement à ce qu'on peut voir à La Réunion, où il y a des structures publiques avec des fonds publics qui viennent de l'Europe, on n'a pas tous ces fonds-là à La Réunion, donc à Maurice, on n'a pas tous ces fonds-là. Donc à Maurice, c'est souvent l'initiative privée, que ce soit pour l'aménagement du territoire ou pour ses engagements. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de groupes mauriciens qui s'engagent à travers des incubateurs, des fonds d'investissement, et des choses comme ça pour justement essayer de promouvoir l'entrepreneuriat parce qu'on a l'impression, comme tu le disais, qu'on a des entrepreneurs qui n'arrivent pas forcément à concrétiser leur projet de start-up. Si je peux me permettre, je crois que cet accompagnement au PME ne doit pas du tout faire penser à l'assistanat. On n'est pas dans une logique de poisson, nous sommes beaucoup plus dans une logique de canne à pêche. Et ça, pour moi, c'est crucial. Si on veut donner un coup de main à un entrepreneur, il faut lui montrer un travail, de prendre les bonnes habitudes, de travailler avec la bonne gouvernance, d'être capable de constituer une équipe, d'être capable d'être respectueux vis-à-vis de ses clients, de penser que ses clients, c'est ses clients qui les font vivre, d'amener aussi à travers sa position de chef d'entreprise aussi une contribution autour de lui, pas juste dans son métier, mais aussi dans le social, dans le sport, dans l'art, dans la culture. Et je crois que tout ça, c'est des fondamentaux qui vont faire qu'un pays va bénéficier d'une vraie force d'entrepreneuriat ou pas. Et les grands groupes comme celui de l'IBL, je crois, arrivent à point nommé avec leur concept, parce que bon, ils ont les poissons, mais ils ont aussi la possibilité d'être prof de pêche. Quoi. Et je crois que ça c'est super intéressant à voir. Et merci pour ça. Des questions? En fait, on peut discuter le milieu en tête-à-tête autour. Voilà. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. But did you know I could learn to save a life?